L'hiver parisien couvrait les rues d'un brouillard gris qui semblait engloutir jusqu'au son de la ville. À l'intérieur de l'hôpital Saint-Louis, la dreux Camille Rousseau regardait la pluie couler sur la fenêtre de son bureau, une tasse de café oubliée refroidissant entre ses mains. À 38 ans, elle était considérée comme l'une des chirurgiennes cardiaques les plus brillantes de France. Mais ce lundi matin semblait particulièrement lourd. Dreux Rousseau, urgence cardiaque en salle 3. Anévrisme de l'aorte, patiente instable, la voix de Margot, l'infirmière-chef, résonna dans l'interphone avec urgence. Camille posa la tasse sur le bureau et marcha rapidement dans les couloirs blancs de l'hôpital. Ses pas fermes résonnaient contre le sol poli, tandis qu'elle révisait mentalement les protocoles. Les anévrismes étaient des bombes à retardement. Chaque seconde comptait. Elle poussa les portes doubles de la salle d'urgence avec détermination professionnelle, mais ce qu'elle trouva de l'autre côté la fit s'arrêter complètement. Allongée sur le brancard, avec des tubes et des moniteurs connectés sur tout son corps, se trouvait Sophie Marchand, son ex-épouse. « Non, ce n'est pas possible », murmura Camille, sentant le sang fuir de son visage. « Dreux Rousseau, nous avons besoin de vous maintenant. La tension chute !» cria le docteur Laurent, le résident, tout en vérifiant frénétiquement les moniteurs. Camille se força à respirer. 3 ans. 3 ans depuis que Sophie était sortie de sa vie sans explication, ne laissant qu'une lettre froide et un appartement vide. 3 ans à essayer de reconstruire les morceaux d'un cœur brisé. Et maintenant la voilà, littéralement avec le cœur défaillant, dépendant des mains de Camille pour survivre. « Dreux Rousseau !» insista Laurent. « Préparez pour chirurgie immédiate », commanda Camille, sa voix retrouvant la fermeté professionnelle qui l'avait rendue respectée. « Avertir l'équipe chirurgicale. Nous avons besoin de 4 unités de sang type O négatif, transférées au bloc opératoire dans 2 minutes. » Pendant que l'équipe se mobilisait autour d'elle, Camille s'approcha du brancard. Sophie était inconsciente, son visage pâle comme du marbre, les lèvres légèrement bleutées par le manque d'oxygénation. Même dans cet état, elle restait belle. Les mêmes cheveux châtains ondulés, les mêmes taches de rousseur délicates sur le nez. « Qui l'a amenée ?» demanda Camille, se forçant à se concentrer sur les détails médicaux. « Une femme, a dit être la petite amie. Elle est en salle d'attente, répondit Margot en préparant le brancard pour le transport. Petite amie. Le mot traversa Camille comme une lame. Bien sûr que Sophie était passée à autre chose. Pourquoi ne l'aurait-elle pas fait ? 3 ans étaient suffisants, mais le savoir intellectuellement et confronter la réalité étaient des choses complètement différentes. « Allons-y », ordonna Camille, poussant le brancard dans les couloirs. Au bloc opératoire, la routine familière l'enveloppa comme une armure. Elle enfila la blouse chirurgicale, se lava les mains avec précision méthodique, mit les gants stériles. Autour de la table, son équipe se positionnait. Le docteur Laurent comme premier assistant, Margot surveillant les signes vitaux, le docteur Beaumont contrôlant l'anesthésie. Patiente sédatée et prête, annonça Beaumont. Camille se positionna au-dessus de Sophie, le scalpel ferme dans sa main. Pour un bref instant, elle se permit de regarder ce visage. Le visage qu'elle avait embrassé 1000 fois, qu'elle avait vu s'endormir à ses côtés pendant 5 ans de mariage. « Concentre-toi, Camille », murmura-t-elle pour elle-même. « Tu es chirurgienne. Sauve sa vie. » La première incision fut précise. Le sang jaillit, mais ses mains restèrent fermes. Des heures passèrent en concentration absolue. Chaque point, chaque mouvement calculé avec expertise. L'anévrisme était plus grand que les examens ne l'indiquaient, pressant dangereusement contre l'aorte. 1 millimètre de plus, et Sophie serait morte avant même d'arriver à l'hôpital. « Tension qui chute, 60/30, alerta Margot. « Plus d'épinéphrine. Laurent, écarteur ici, » commanda Camille, ses mains travaillant avec une vitesse et une précision impossibles. « J'ai besoin de 5 minutes. » Ce furent les 5 minutes les plus longues de sa vie. Camille greffonna le vaisseau endommagé, sutura couche par couche de tissu, vérifia chaque connexion 2 fois. Finalement, elle observa le moniteur cardiaque reprendre un rythme plus stable. Tension qui remonte. 70/40, 80/50, narra Margot avec un soulagement évident. Refermez, instruisit Camille, se permettant enfin d'expirer. 3h40 plus tard,
Camille sortit du bloc opératoire, retirant le masque et les gants. Son corps tremblait avec la décharge d'adrénaline. Elle avait sauvé Sophie. La femme qui l'avait détruite était vivante grâce à elle. Dans la salle d'attente, une silhouette élégante se leva immédiatement en la voyant. C'était une femme grande, cheveux blonds parfaitement arrangés, portant un manteau de laine très cher et tenant un sac de marque. Son visage était beau, mais il y avait quelque chose dans la façon dont ses yeux bleus analysa Camille qui la mit mal à l'aise. « Docteur, comment va Sophie ?» demanda la femme avec un accent que Camille ne put identifier immédiatement. « La chirurgie a été un succès. Elle est en salle de réveil. Les prochaines 24 heures seront critiques. Mais le pronostic est favorable, » répondit Camille professionnellement. « Dieu merci, » soupira la femme dramatiquement, portant sa main à sa poitrine. « Je suis Isabelle Dubois, la petite amie de Sophie. J'étais tellement paniquée. Elle s'est simplement évanouie à la maison et je ne savais pas quoi faire. » Madame Marchand a eu un anévrisme de l'aorte sévère. C'est une condition grave qui peut avoir des causes génétiques ou être le résultat d'un trauma physique, expliqua Camille, observant attentivement la réaction d'Isabelle. Trauma ? Oh non, Sophie est très prudente. C'est peut-être génétique. Sa mère a eu des problèmes cardiaques, n'est-ce pas ? Parla Isabelle rapidement, presque nerveusement. Camille fronça les sourcils. Elle avait connu la mère de Sophie. La femme avait 83 ans et une santé de fer. Pourquoi Isabelle mentirait-elle sur quelque chose d'aussi vérifiable ? « Puis-je la voir ?» demanda Isabelle, interrompant les pensées de Camille. « Pas encore. Elle a besoin de quelques heures en soins intensifs. »« Revenez demain matin, » répondit Camille froidement. « Mais je suis sa petite amie, j'ai le droit. Je suis sûre que madame comprend qu'en ce moment, la santé de la patiente passe en premier. Règle de l'hôpital, » coupa Camille d'un ton final. Isabelle sembla sur le point de discuter, puis sourit. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, docteur. Merci d'avoir sauvé sa vie. » Pendant qu'Isabelle s'éloignait, Camille sentit un frisson dans son dos. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez cette femme. Quelque chose que ses instincts criaient qu'elle devait investiguer. Ce soir-là, Camille ne put rentrer chez elle. Elle resta à l'hôpital, vérifiant Sophie toutes les heures. En soins intensifs, sous la lumière artificielle et le bip constant des moniteurs, Sophie semblait fragile et petite. Camille tira une chaise et s'assit à côté du lit, observant la montée et la descente de la poitrine de son ex-épouse. « Pourquoi m'as-tu quittée, Sophie ?» murmura-t-elle dans la pénombre. « J'aurais fait n'importe quoi pour toi. N'importe quoi. » Mais Sophie ne pouvait répondre. Et peut-être, pensa Camille, c'était mieux ainsi. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons de nombreuses autres histoires intenses et émouvantes sur l'amour, le dépassement et les secondes chances que vous allez adorer. L'aube à Paris arriva avec sa lumière dorée caractéristique, mais pour Camille, qui avait passé la nuit éveillée, ce ne fut qu'un autre changement d'éclairage. Elle était dans son bureau, révisant le dossier de Sophie pour la 10e fois, quand Margot entra avec un plateau de croissants et de café. « Tu dois manger quelque chose », dit Margot avec ce ton maternel qu'elle utilisait avec tout le monde, malgré ses 30 ans seulement. « Et avant que tu me dises que tu n'as pas faim, rappelle-toi que tu es médecin et tu connais très bien les effets de l'hypoglycémie sur le jugement clinique. » Camille sourit pour la première fois en 12 heures. « Quand es-tu devenue si autoritaire ?»« J'ai appris de la meilleure, » rétorqua Margot, posant le plateau sur le bureau rempli de papier. Puis son expression devint sérieuse. « Camille, je sais qui est la patiente de la chambre 304. » Camille soupira, se frottant le visage fatigué. « Tout le monde le sait, n'est-ce pas? L'hôpital entier en parle. La chirurgienne opère son ex-épouse. C'est presque romanesque. » Admit Margot, s'asseyant sur la chaise en face. « Comment vas-tu? »« Professionnelle, » répondit Camille automatiquement. Terrible menteuse. Camille prit un croissant, plus pour avoir quelque chose à faire avec ses mains que par faim réelle. « Je ne sais pas comment je vais, Margot. J'ai sauvé sa vie. Je devrais me sentir bien, non? Mais je ne peux penser qu'à toutes les fois où j'ai imaginé la revoir, et dans aucune d'elles elle n'était inconsciente sur une table d'opération.
Tu l'aimes toujours. Ce n'était pas une question. Est-ce que ça compte? Elle est passée à autre chose. Elle a cette petite amie, Isabelle, compléta Margot. Et quelque chose dans son ton fit regarder Camille. Elle est apparue ici à 5 heures du matin, exigeant de voir Sophie. J'ai dû appeler la sécurité. À 5 heures du matin? Elle a dit qu'elle ne pouvait pas dormir sans savoir comment allait Sophie. C'était très dramatique. Larmes, voix tremblante, toute la performance. Mais, Camille, il y a quelque chose d'étrange chez cette femme. Tu l'as senti aussi? Camille se pencha en avant. Oui. Et ce n'est pas que moi. Bernard de la sécurité dit qu'elle marchait dans les couloirs comme si elle cartographiait l'endroit. Il l'a surprise essayant d'entrer en soins intensifs 3 fois. Camille mordit sa lèvre pensive. Margot, peux-tu me faire une faveur? Discrètement, je veux que tu vérifies si Sophie a eu d'autres soins médicaux au cours des 3 dernières années. N'importe quel hôpital à Paris. Tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je pense qu'un anévrisme de l'aorte chez une femme en bonne santé de 35 ans n'est pas normal. Et je pense que les gens ne mentent pas sur la santé de la mère de leur petite amie sans raison. Margot hocha la tête. Je vais voir ce que je peux trouver. 2 heures plus tard, Camille faisait ses rondes quand elle reçut un message de Margot. Bureau. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose. Quand Camille arriva, elle trouva Margot devant l'ordinateur, le visage pâle. Qu'est-ce qu'il y a? Sophie a été admise à l'hôpital Pitié-Salpêtrière 4 fois au cours des 18 derniers mois. Margot montra l'écran. 2 côtes cassées il y a 1 an, diagnostiquées comme chute dans les escaliers. Commotion cérébrale il y a 8 mois. S'est cogné la tête contre l'armoire. Poignet fracturé il y a 5 mois. Accident pendant l'exercice. Et une visite aux urgences il y a 2 mois pour panique et anxiété sévère. Camille sentit la bile monter dans sa gorge. Mon Dieu. Il y a plus. J'ai demandé les images des examens préopératoires que nous avons faits hier. Regarde ici. Margot agrandit une tomographie. Ces marques sur les côtes, fractures anciennes, mal guéries. Et ici, sur le crâne, il y a des preuves de trauma répétés. Sophie est victime de violence, dit Camille, les mots sortant comme du plomb de sa bouche. On dirait que oui. Et toutes ces hospitalisations ont eu lieu au cours des 18 derniers mois, ce qui coïncide avec le moment où elle a commencé à sortir avec Isabelle, compléta Camille, sentant la colère et l'horreur grandir dans sa poitrine. C'est pour ça qu'elle m'a quittée. Isabelle lui a fait mettre fin à notre mariage. Tu ne sais pas ça? Je sais. Camille frappa la table du poing. Sophie m'aimait, Margot. Je sais qu'elle m'aimait. Et du jour au lendemain, il y a 3 ans, elle rentre d'un voyage de travail à Lyon et me dit qu'elle ne ressent plus rien, qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, qu'elle doit recommencer. Elle pouvait à peine me regarder dans les yeux. Je pensais que c'était ma faute, que j'avais échoué d'une manière ou d'une autre. Margot toucha doucement son bras. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui parler. Dès qu'elle se réveillera, je vais lui parler, décida Camille. Et je vais découvrir exactement ce qu'Isabelle lui fait. Mais quand elles arrivèrent en soins intensifs, elles trouvèrent Isabelle déjà là, assise à côté du lit de Sophie, tenant sa main. Elle avait réussi à passer la sécurité en prétendant être pratiquement de la famille. Dreux Rousseau. Isabelle sourit en la voyant, mais le sourire n'était pas chaleureux. Je suis venue dès que les visites ont été autorisées. Comment êtes-vous entrée? Les visites ne commencent qu'à 10 heures. Camille vérifia sa montre. Il était 8h40. Ah, j'ai convaincu le jeune homme de la réception. Quand on aime quelqu'un, on fait tout, n'est-ce pas? Isabelle caressa les cheveux de Sophie avec possessivité. Dreux Rousseau, je dois vous parler des soins post-opératoires de Sophie. Quand elle aura son congé, il sera préférable qu'elle se rétablisse chez moi, où je peux m'occuper d'elle correctement. C'est une décision que Madame Marchand prendra quand elle sera consciente, répondit Camille froidement. Oh, mais Sophie me laisse toujours décider de ces choses. Elle me fait tellement confiance. Isabelle continua à caresser les cheveux de Sophie, ses doigts s'enroulant dans les mèches d'une manière qui semblait plus menaçante qu'affectueuse. C'est alors que Sophie commença à se réveiller. Ses yeux s'ouvrirent lentement, confus, essayant de se concentrer. Elle vit Isabelle en premier, et Camille aurait pu jurer qu'elle vit de la peur traverser ses yeux verts qu'elle connaissait si bien. « Isabelle » murmura Sophie,
sa voix rauque du tube d'intubation. « Chut, mon amour, ne te force pas. Tu as eu une chirurgie. Tout va bien maintenant. Je suis là. » Parla Isabelle doucement, mais sa main serra le poignet de Sophie avec une force visible. « J'ai besoin d'eau ?» demanda Sophie. « Bien sûr, je vais chercher. » Isabelle se leva, lançant un regard d'avertissement à Sophie avant de sortir. Au moment où Isabelle disparut par la porte, Sophie se tourna vers Camille, et les larmes commencèrent à couler silencieusement sur son visage. « Camille, » murmura-t-elle, tendant sa main tremblante. « Camille, tu dois m'aider. S'il te plaît. » Camille s'approcha rapidement, prenant la main de Sophie. « Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Isabelle te fait du mal? Elle va me tuer, » pleura Sophie doucement, serrant la main de Camille avec désespoir. L'anévrisme n'était pas naturel. Elle m'a poussée contre la table, fort. J'ai dit que je partais, que je n'en pouvais plus. Et elle... Camille, elle va me tuer si j'essaie de partir. Sophie, écoute, tu es en sécurité ici, je vais... Le bruit de pas dans le couloir fit lâcher la main de Camille à Sophie immédiatement. Quand Isabelle revint avec un verre d'eau, Sophie avait recomposé son expression en un masque neutre, presque vide. « Voilà, mon amour. » Isabelle offrit le verre avec un sourire doux. Camille observa la scène avec le cœur brisé. Sophie était prisonnière, et la prison était encore plus cruelle pour être invisible. Elle devait agir, mais elle savait qu'un faux pas pourrait coûter la vie de Sophie. Ce soir-là, Camille commença à faire des plans. Si Isabelle était une prédatrice, elle avait choisi la mauvaise proie. Parce que Camille Rousseau n'avait pas passé 15 ans à étudier la médecine et 5 ans à se spécialiser en chirurgie cardiaque pour laisser la femme qu'elle aimait entre les mains d'un monstre. La guerre était déclarée, et cette fois, Camille ne perdrait pas Sophie. Camille passa les 2 jours suivants à construire un dossier. Chaque moment libre était consacré à rassembler des preuves, dossiers médicaux, rapports d'urgence, jusqu'aux caméras de sécurité des hôpitaux où Sophie avait été traitée. Ce qu'elle découvrit la laissa à la fois furieuse et dégoûtée. Isabelle Dubois n'était pas qui elle prétendait être. « Elle n'existe pas », expliqua Margot à voix basse dans le bureau de Camille, avec des documents éparpillés sur la table. « Je veux dire, il existe une Isabelle Dubois, mais elle est morte en 2019 dans un accident de voiture à Marseille. Notre Isabelle a volé son identité. Alors, qui diable est-elle vraiment ?» Camille passa ses mains dans ses cheveux, frustrée. « J'enquête encore, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il y a 3 ans, une femme nommée Catherine Vaillant a été condamnée pour agression grave contre sa petite amie à Lyon. La description physique correspond à Isabelle. » Margot montra une photo floue de journal. La victime n'a pas voulu témoigner et l'affaire a été classée par manque de preuves. « Lyon », répéta Camille. Sophie était à Lyon quand elle a rompu avec moi. Elle a dit qu'elle avait une conférence médicale là-bas. Sophie est ergothérapeute, tu te souviens? Elle travaille en réadaptation infantile. Je pense qu'Isabelle l'a rencontrée là-bas et a commencé le processus d'isolement. C'est le schéma classique des agresseurs. Séparer la victime de son réseau de soutien, la faire dépendre émotionnellement d'eux, puis commencer la violence physique graduellement. Camille eut envie de vomir. J'aurais dû m'en rendre compte. Quand Sophie m'a quittée, elle était différente. Plus silencieuse, nerveuse. Et j'étais tellement blessée, tellement concentrée sur ma propre douleur, que je n'ai pas vu qu'elle demandait de l'aide. Tu ne pouvais pas savoir, Camille. Mais maintenant je sais. Et je dois la sortir de là. Camille se leva, déterminée. Sophie a son congé demain. Isabelle va la ramener à cet appartement, et qui sait ce qui va se passer. Je dois faire quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce que tu prévois? Je vais parler à Sophie, seule, sans Isabelle autour. Camille vérifia sa montre. Isabelle sort généralement déjeuner à midi, non? Elle reste absente au moins 40 minutes? Généralement oui. Mais Camille, si elle découvre, elle ne découvrira pas. À midi pile, Camille observa Isabelle sortir de l'aile de convalescence, ses talons chers cliquant dans le couloir. Elle attendit 5 minutes avant d'entrer dans la chambre de Sophie. Sophie était assise dans le lit, regardant par la fenêtre. Quand elle vit Camille, ses yeux se remplirent de larmes. « Je savais que tu viendrais », dit Sophie doucement. « Nous devons parler. Et nous n'avons pas beaucoup de temps. » Camille tira une chaise près du lit. « Sophie,
Je sais pour les autres hôpitaux. Je sais pour les fractures, les commotions, tout. Et je sais qu'Isabelle n'est pas qui elle dit être. » Sophie couvrit son visage de ses mains, sanglotant. « Comment ai-je pu être si idiote? Comment ai-je laissé ça m'arriver? » »« Tu n'es pas idiote. Tu es victime. » Camille tint les mains de Sophie fermement. « Mais je peux t'aider à sortir de ça. Il y a des centres spécialisés. La police peut... » »« Non !» Sophie retira ses mains brusquement. « Tu ne comprends pas? Isabelle a... Elle a des choses. Des photos, des vidéos. Elle a dit que si j'essayais de partir, elle allait ruiner ma carrière, répandre des mensonges. C'était déjà assez difficile, Camille. J'ai perdu toi, j'ai perdu mes amis. Ma famille me parle à peine parce qu'elle a convaincu tout le monde que je suis instable. Si elle utilise ces choses contre moi, je vais perdre tout ce qu'il me reste. » « Quel genre de photos ? » demanda Camille, mais elle soupçonnait déjà la réponse. « Intime. Modifiée pour faire croire que j'étais consciente quand je ne l'étais pas. Elle me droguait, Camille, avec mon propre médicament pour l'anxiété, anxiété qu'elle-même a causée, et puis prenait des photos et des vidéos. Elle a dit que si je partais, elle enverrait tout à l'hôpital où je travaille, à ma famille, publierait sur Internet. La rage que Camille ressentit à ce moment était presque suffocante. C'est de la pornographie de vengeance. C'est un crime. Nous pouvons poursuivre. Tu crois que je ne sais pas ça, mais pendant que je poursuis, les images sont là-bas. Ma vie est détruite de toute façon. Au moins comme ça, j'ai encore un peu de dignité, un peu de contrôle. » « Du contrôle ?» Camille faillit crier, puis se força à baisser la voix. « Sophie, tu as failli mourir. Cet anévrisme aurait pu te tuer. C'est ça que tu appelles du contrôle ? » Elle ne voulait pas me tuer. Elle-même, à sa façon malade. C'était un accident. Écoute ce que tu dis. Camille tint le visage de Sophie, la forçant à maintenir le contact visuel. Ce n'est pas de l'amour. Ça n'a jamais été de l'amour. L'amour, c'est ce que nous avions. L'amour, c'est la sécurité. C'est le soutien. C'est la liberté. Ça, c'est une prison. C'est de la torture. Sophie pleura plus fort. Je sais, Camille. Mais j'ai tellement peur. Moi aussi j'ai peur. Je suis terrifiée, admit Camille, ses propres larmes commençant à tomber. Mais nous allons trouver un moyen. Ensemble. Comme nous aurions dû le faire depuis le début. « Tu me détestes ?» demanda Sophie d'une petite voix. « Pour avoir mis fin à notre mariage ? Pour avoir tout détruit ? » « Je ne pourrai jamais te détester, » murmura Camille, essuyant les larmes de Sophie. « Tu as toujours été la personne la plus importante de ma vie. Je n'ai juste pas compris que je te perdais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Elles restèrent ainsi un moment, front contre front, partageant la douleur et le regret de 3 années perdues. « J'ai un plan, » dit finalement Camille. « Mais tu dois me faire confiance. Et tu dois être forte pendant quelques jours encore. » « Quel genre de plan ? » « Je vais faire en sorte qu'Isabelle révèle qui elle est vraiment. Je vais la faire s'incriminer, mais j'ai besoin de temps pour tout organiser, » expliqua Camille. « Quand tu auras ton congé demain, tu vas retourner avec elle. Tu vas agir comme tu agis toujours, soumise, effrayée. Mais tu vas porter ceci. » Elle sortit de sa poche un petit dispositif. C'est un enregistreur, caché dans un collier qui m'appartenait. Il enregistre automatiquement toute conversation. Camille, si elle découvre, elle ne découvrira pas. Et dans 3 jours, 1 semaine maximum, j'aurai assez de preuves pour que la police agisse. Des preuves qui ne dépendent pas de photos ou de vidéos qu'elle possède. Des preuves de sa propre voix admettant ce qu'elle a fait. Sophie regarda le collier dans les mains de Camille. Un simple pendentif de perles qu'elle-même avait donné à Camille pour leur 2e anniversaire de mariage. Tu l'as gardé ? Je n'ai jamais pu me débarrasser de rien qui t'appartenait, admit Camille. Je suis pathétique comme ça. Tu n'es pas pathétique. C'est exactement pour ça que je t'ai aimé, que je t'aime encore, confessa Sophie. Et le monde sembla s'arrêter une seconde. Avant que Camille puisse répondre, le son de talons dans le couloir les alerta. Isabelle revenait plus tôt. Mais ça. Camille plaça rapidement le collier sur Sophie. Et rappelle-toi, tu es seule et effrayée. Ne la laisse rien soupçonner. Camille sortit de la chambre secondes avant qu'Isabelle ne tourne le coin, son cœur battant follement.
Quand elle croisa Isabelle, la femme la regarda avec suspicion. Dreux Rousseau. Faisant des visites hors horaires, juste en train de vérifier mes patients post-opératoires, mademoiselle Dubois. Ou devrais-je dire, mademoiselle Vaillant? Camille ne put résister à la provocation. Le visage d'Isabelle perdit sa couleur une fraction de seconde avant de se recomposer. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis sûre que non. Camille sourit froidement. Sophie a son congé demain à 10h. Passez une bonne journée. Pendant qu'elle s'éloignait, Camille pouvait sentir le regard d'Isabelle brûler dans son dos. Elle avait provoqué la bête, et maintenant, elle devait être prête pour la réaction. Mais pour la première fois en 3 ans, elle sentit qu'elle avait un but. Ce n'était pas juste question de sauver la vie de Sophie, c'était question de sauver leur vie, ensemble. Vous voulez savoir comment cette histoire continue? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres. Chaque semaine, nous apportons des histoires intenses sur l'amour, le dépassement et les secondes chances. Les 4 jours suivants furent les plus longs de la vie de Camille. Chaque matin, elle se réveillait en vérifiant son téléphone, craignant de voir de mauvaises nouvelles. Chaque heure sans message de Sophie la rendait plus anxieuse. Le petit enregistreur fonctionnait, transmettant les conversations directement vers un serveur crypté que Margot avait aidé à configurer, et les conversations qu'ils capturèrent étaient absolument terrifiantes. « Tu as parlé à cette médecin pendant combien de temps ?» La voix d'Isabelle, normalement douce en public, était tranchante comme du verre brisé. « Réponds quand je te parle. » Seulement quelques minutes, elle vérifiait ma récupération. La voix de Sophie était tremblante. « Menteuse. Je sais qu'elle était là pendant au moins 10 minutes. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu as raconté des mensonges sur moi? » « Non. Isabelle, s'il te plaît, je n'ai rien fait. » Le son de quelque chose qui se brisait fit sursauter Camille. Elle était dans son appartement, écoutant l'enregistrement avec le docteur Pascal Moreau, un ami avocat spécialisé en cas de violence domestique, et l'inspectrice Julie Fontaine de la police parisienne. « C'est suffisant ?» demanda Camille, mettant l'enregistrement en pause. « C'est un début ?» répondit Julie, prenant des notes. « Mais nous avons besoin de quelque chose de plus concret. Un aveu d'agression physique, des menaces explicites. Le son de verre qui se brise n'est pas suffisant pour un mandat d'arrêt. Il y en a plus. » Camille avança vers un autre enregistrement, 2 jours plus tard. Celui-ci est lourd. Dans l'enregistrement, Isabelle était plus calme, mais d'une manière encore plus effrayante. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas mon cœur? Tout ce que je fais, c'est par amour. Quand tu me déçois, quand tu regardes d'autres personnes comme tu as regardé cette médecin, ça me blesse. Ça me fait faire des choses que je ne veux pas faire. Je sais, Isabelle, je suis désolée. Tu te souviens de Catherine, mon ex? Elle m'a aussi déçue. Elle pensait qu'elle pouvait me quitter. C'était pathétique. Elle a supplié quand elle a réalisé que je partais. Comme toi, tu as supplié quand tu as dit que tu allais me quitter. Une pause, puis un rire froid. Au moins Catherine a eu le bon sens de ne pas aller à la police après que nous ayons rompu. Bien sûr, ça a aidé que personne ne la croie. Tout le monde pensait qu'elle était folle, instable. Comme tout le monde pense de toi maintenant. S'il te plaît, Isabelle, je ne veux pas parler de ça. Ah, mais moi je veux. Je veux que tu te souviennes de ce qui arrive aux personnes qui essaient de me quitter. Cette médecin, ton ex-épouse, si elle continue à s'immiscer, peut-être qu'elle aura besoin d'une chirurgie elle aussi. Ce serait dommage si quelque chose arrivait à ses précieuses mains. Camille sentit son sang se glacer. Julie et Pascal s'échangèrent des regards. C'est une menace directe, dit Pascal. Contre toi, Camille, et un aveu qu'elle a aussi abusé Catherine Vaillant. Pouvons-nous agir avec ça? Demanda Camille anxieusement. Oui, confirma Julie. Je vais demander un mandat de perquisition et de saisie immédiat. Si nous obtenons ces appareils électroniques, nous trouverons probablement les photos et vidéos qu'elle utilise pour faire chanter Sophie. Avec ça et ces enregistrements, nous avons un dossier solide. Combien de temps? Camille était debout, incapable de rester assise. Quelques heures pour le mandat. Je vais coordonner avec l'équipe spécialisée en crimes cybernétiques. Camille, Julie toucha son bras. Tu as fait la bonne chose. Tu vas sauver sa vie. Mais quelques heures semblaient une éternité, quand chaque minute pouvait être la dernière. Il était 11h du soir, quand Camille reçut le message qui allait tout changer. Un seul texte d'un numéro inconnu. Aide. Camille appela immédiatement.
Mais ça tomba directement sur la messagerie vocale. Elle essaya à nouveau. Rien. Son cœur s'emballa. Elle appela Julie. « Le mandat est prêt. Nous y allons maintenant. » Julie assura. « Ne fais rien. Laisse la police s'en occuper. » Mais Camille prenait déjà les clés de sa voiture. Il y avait un protocole, il y avait des procédures légales, mais il y avait aussi une femme qu'elle aimait en danger immédiat. Il n'y avait pas vraiment de choix. L'appartement d'Isabelle était dans le 7e arrondissement, un immeuble élégant avec portier. Camille se gara de manière irrégulière et courut vers l'entrée. Le portier essaya de l'arrêter, mais elle courut simplement dans l'escalier. 5e étage, appartement 5B. La porte était entr'ouverte. « Sophie ?» Camille poussa la porte, entrant prudemment. L'appartement était silencieux. « Sophie ?» Un son étouffé vint d'une des chambres. Camille courut dans cette direction, ouvrant la porte avec force. Sophie était sur le sol de la salle de bain, saignant d'une coupure au front, essayant de se lever. Isabelle était au-dessus d'elle, tenant ce qui semblait être un chandelier lourd en métal. « Toi ?» Isabelle se tourna vers Camille, les yeux sauvages. « Tu as fait ça. Tu lui as fait croire qu'elle pouvait me quitter. Elle est à moi. Sophie n'est la propriété de personne. » Camille garda la voix ferme. Bien qu'elle soit terrifiée, elle devait garder Isabelle en train de parler jusqu'à l'arrivée de la police. « Tu dis que tu l'aimes, mais ce n'est pas de l'amour. C'est de l'obsession. C'est une maladie. »« Qu'est-ce que tu connais de l'amour ?» rit Isabelle, hystérique. « Tu l'as perdue. Elle m'a choisi. »« Elle ne t'a pas choisi. Tu l'as manipulée, menacée, abusée. » Camille fit un pas prudent à l'intérieur de la salle de bain. « Mais c'est fini, Isabelle. La police est en route. Ils savent tout. Il y a des enregistrements, des preuves. Tu vas en prison. » « Des enregistrements ?» Isabelle regarda Sophie avec fureur. « Tu m'enregistrais, espèce de traître. » Elle leva le chandelier à nouveau, mais Camille fut plus rapide. Des années d'entraînement médical lui avaient donné une excellente coordination motrice. Elle attrapa le poignet d'Isabelle, le tordant jusqu'à ce que la femme lâche l'arme improvisée avec un cri de douleur. Ce qui suivit fut une lutte frénétique. Isabelle était plus forte qu'elle n'en avait l'air, luttant avec la force du désespoir. Elles heurtèrent le lavabo, puis le mur. Camille sentit des ongles déchirer son visage, mais elle ne lâcha pas. Elle ne pouvait pas lâcher. « Police ! Mains en l'air !» Jamais Camille ne fut si heureuse d'entendre ce commandement. Des officiers envahirent l'appartement, les séparant rapidement. Isabelle fut immobilisée et menottée, criant encore des obscénités. Camille ignora tout ça et courut vers Sophie, qui était toujours sur le sol, pleurant. « Je suis là. Tu es en sécurité. C'est fini, c'est fini. » « Elle allait me tuer, » sanglotait Sophie. Elle a découvert l'enregistreur. Je ne sais pas comment, mais elle l'a découvert, et elle est devenue folle. Elle a dit que si elle ne pouvait pas m'avoir, personne ne le pourrait. Mais elle n'a pas réussi. Tu es vivante. Tu es libre. Camille serra Sophie fort, ne se souciant pas du sang qui tachait ses vêtements. Plus jamais je ne laisserai personne te faire du mal. Plus jamais. Des ambulanciers arrivèrent pour traiter les blessures de Sophie. La coupure au front aurait besoin de points, et il y avait des hématomes se formant sur ses bras où Isabelle l'avait tenue. Mais elle était vivante. Elle était en sécurité. Pendant qu'Isabelle était emmenée en garde à vue, criant encore des menaces, Julie s'approcha de Camille. « Tu es très chanceuse, ou très stupide. Probablement les deux. » Julie la réprimanda, mais il y avait de l'admiration dans ses yeux. « Mais nous avons réussi. Nous avons trouvé son ordinateur, le téléphone. Il y a des années de preuves, pas seulement contre Sophie, mais contre au moins 3 autres femmes. Isabelle, ou quel que soit son vrai nom, ne sortira pas de prison avant très longtemps. » Camille hocha simplement la tête, incapable de parler. L'adrénaline commençait à passer, la laissant tremblante et épuisée. Dreux Rousseau l'appela un ambulancier. « Vous devez aussi être examiné, vous avez une coupure profonde au bras. » Camille regarda vers le bas, surprise de voir du sang sur sa manche. Elle n'avait même pas senti. « D'accord, je vais à l'hôpital. »« Je viens avec toi, » insista Sophie, déjà avec un bandage au front.
Tu dois te reposer. Je vais. Avec. Toi, répéta Sophie fermement, et pour la première fois en 3 ans, Camille vit un éclair de la femme forte dont elle était tombée amoureuse. À l'hôpital, elles furent traitées côte à côte dans la même salle d'urgence où tout avait commencé 1 semaine auparavant. C'était presque poétique. « Merci », dit Sophie doucement pendant qu'une infirmière nettoyait sa coupure, pour ne pas avoir abandonné, même quand j'avais abandonné moi-même. « Je me battrai toujours pour toi », répondit simplement Camille. « C'est ce qu'on fait pour les personnes qu'on aime. »« Tu m'aimes encore, même après tout ?» Camille tint la main de Sophie. « Je n'ai jamais cessé. » 3 mois plus tard, Paris était en plein printemps. Les cerisiers fleurissaient le long de la Seine, et la ville semblait renaître avec des couleurs vibrantes après le long hiver. Dans le petit café où Camille et Sophie avaient eu leur premier rendez-vous, 7 ans auparavant, elles étaient à nouveau assises. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu te souviennes de tous les détails, » dit Sophie, regardant autour du café avec nostalgie. « La même table, la même heure de la journée, jusqu'au même type de café que j'ai commandé. Tu as commandé un café au lait avec de la cannelle supplémentaire et un croissant aux amandes. Tu étais nerveuse et parlais vite de ton travail avec les enfants. Tes yeux brillaient quand tu décrivais comment tu aidais une petite fille de 5 ans à récupérer les mouvements de son bras, récita Camille avec un sourire. Comment pourrais-je oublier le jour où j'ai rencontré l'amour de ma vie ? Sophie rougit, quelque chose que Camille avait terriblement manqué. Tu as toujours été si romantique. Les 3 derniers mois avaient été un voyage de guérison. Sophie était en thérapie intensive, travaillant à traiter le trauma de l'abus. Il y avait des mauvais jours, des jours où la peur la paralysait encore. Des jours où elle se surprenait à regarder par-dessus son épaule, en s'attendant à voir Isabelle, ou Catherine Moreau, comme ils avaient découvert être son vrai nom. Le procès avait été rapide, avec la quantité écrasante de preuves, les enregistrements, les vidéos et photos trouvées sur ses appareils, les témoignages de 3 ex-petites amies qui avaient finalement eu le courage de parler. Catherine fut condamnée à 15 ans de prison pour multiples accusations d'agression, abus psychologiques, extorsion et menaces. Plus important encore, toutes les images de Sophie furent supprimées et le juge émit un ordre permanent interdisant toute divulgation. Sophie pouvait enfin respirer. « Comment te sens-tu ? Vraiment ?» demanda Camille, entrelaçant ses doigts avec ceux de Sophie sur la table. « Effrayée », admit honnêtement Sophie, mais aussi pleine d'espoir. C'est étrange. J'ai passé tellement de temps juste à survivre que j'ai oublié ce que c'est que de vivre. Et maintenant, chaque jour où je me réveille sans peur est comme un cadeau. Et à propos de nous ? Demanda Camille prudemment. Elles avaient convenu d'aller doucement, de ne pas précipiter les choses. Sophie avait besoin de temps pour se retrouver à nouveau, pour reconstruire son identité en dehors de la relation abusive. Et Camille voulait tout faire correctement cette fois. « À propos de nous », répéta Sophie, un sourire doux touchant ses lèvres. « Tu sais ce que ma thérapeute a dit ? Elle a dit que c'est rare de voir quelqu'un aimer de façon aussi inconditionnelle que tu m'aimes. Elle a dit que j'ai eu de la chance de t'avoir, qui attendait quand j'ai finalement réussi à m'échapper. » « Ta thérapeute est très sage, » plaisanta Camille, mais il y avait de l'émotion dans sa voix. « Camille. » Sophie serra sa main. « Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand j'avais tellement peur que je pouvais à peine ressentir quoi que ce soit. Tu étais la lumière à laquelle je m'accrochais dans les moments les plus sombres. »« Sophie, laisse-moi finir. » Sophie l'interrompit gentiment. « Je sais que nous avons parlé d'aller doucement, et je veux faire ça. Je veux guérir correctement, je veux être forte à nouveau, mais je veux aussi que tu saches que mon avenir, quand je serai prête à avoir un véritable avenir, t'inclut, si tu me veux toujours. » Camille sentit les larmes brûler ses yeux. « Si je te veux toujours, Sophie, tu es tout ce que j'ai toujours voulu. Nous pouvons aller au rythme dont tu as besoin. Je peux attendre aussi longtemps que nécessaire. J'ai déjà attendu 3 ans, que sont quelques mois de plus. Je ne veux pas que tu attendes, dit Sophie, la surprenant. Je ne veux pas retourner au mariage que nous avions. Je veux construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, avec la femme que j'étais, la femme que je suis et la femme que je deviens. Et je veux construire ça avec toi, Camille. Chaque jour, chaque pas. Alors recommençons, suggéra Camille, levant sa tasse de café. Salut,
Je m'appelle Camille Rousseau. Je suis chirurgienne cardiaque, workaholic repentie et terrible cuisinière. J'adore les vieux films et je déteste me réveiller tôt, et tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Sophie rit. Un rire authentique, joyeux, que Camille n'avait pas entendu depuis des années. Enchantée, Camille. Je suis Sophie Marchand. Je suis ergothérapeute. J'adore travailler avec les enfants et je réapprends à m'aimer. Ah, et je suis une lesbienne maladroite qui fait parfois de terribles choix, mais qui fait enfin le bon choix. Et quel serait-il ? Toi, répondit simplement Sophie. Toujours toi. Elle scellère le nouveau départ par un baiser doux, consciente des regards curieux autour, mais ne s'en souciant pas du tout. Parce qu'après tout ce qu'elles avaient traversé, l'amour, la séparation, le trauma, la lutte, elles avaient trouvé le chemin du retour l'une vers l'autre. 2 semaines plus tard, Sophie emménagea dans l'appartement de Camille. Pas comme un mouvement précipité, mais comme un choix conscient. Son propre appartement, qu'elle avait partagé avec Catherine, était en vente. Elle ne pouvait même pas y entrer sans avoir des attaques de panique. « Tu es sûre ?» demanda Camille en aidant Sophie à déballer. « Je ne veux pas que tu te sentes pressée. »« Je suis sûre », confirma Sophie, plaçant une photo encadrée sur l'étagère. Une photo d'elles deux, lors de leur lune de miel en Provence, souriante et amoureuse. « Ça a toujours été ma vraie maison. Tu l'as toujours été. » La réintégration ne fut pas sans défi. Il y avait des nuits où Sophie se réveillait en criant de cauchemar. Il y avait des moments où un ton de voix ou un mouvement soudain la faisait se recroqueviller involontairement. Mais Camille était là dans chacun de ces moments, patiente et aimante. « Ça va devenir plus facile », assura la thérapeute de Sophie lors d'une session conjointe. Le trauma ne disparaît pas du jour au lendemain, mais avec le soutien et le traitement appropriés, vous pouvez avoir une vie épanouie et heureuse ensemble. Et progressivement, ça devint plus facile. Sophie retourna au travail à temps partiel, découvrant qu'aider les enfants à se rétablir de blessures lui donnait un but renouvelé. Camille, de son côté, apprit à mieux équilibrer sa vie professionnelle et personnelle, refusant des gardes supplémentaires pour être présente. Elles commencèrent de nouveaux rituels, promenade dominicale dans le jardin du Luxembourg, cours de cuisine le jeudi, où toutes deux étaient hilarantes mauvaises, soirée cinéma à la maison avec du popcorn et des couvertures. Petites choses qui tissèrent leur vie ensemble de manière nouvelles et saines. Au 6e mois anniversaire de la libération, comme Sophie l'appelait, elles organisèrent un dîner. Margot était là, ainsi que la thérapeute de Sophie, l'inspectrice Julie, qui était devenue amie, et quelques collègues de travail des deux. C'était une célébration de survie, de force, d'amour. « Je veux porter un toast », annonça Sophie, se levant avec un verre de vin. Aux secondes chances, aux personnes qui n'abandonnent pas nous-mêmes quand nous abandonnons nous-mêmes, et spécialement à Camille, qui a littéralement sauvé ma vie de toutes les façons possibles. « À Camille !» répétèrent tous, levant leurs verres. Plus tard ce soir-là, quand tous étaient répartis et qu'elles étaient blotties sur le canapé, Sophie se tourna vers Camille avec une expression sérieuse. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Camille, inquiète. « Épouse-moi, » dit simplement Sophie. « Quoi ? Épouse-moi, à nouveau, ou pour la première fois, de la bonne manière. Techniquement, nous sommes toujours mariés. Nous n'avons jamais finalisé le divorce, » Sophie sourit. « Mais je veux le faire à nouveau. Je veux faire de nouveaux vœux, avec la personne que je suis maintenant, avec la personne que tu es. Je veux vraiment recommencer à zéro. » Camille sentit son cœur exploser de joie. « Oui, 1000 fois oui. Même avec tous les bagages, avec les cauchemars et les mauvais jours et la thérapie, surtout avec tout ça. » Camille tint le visage de Sophie entre ses mains. « Parce que tout ça fait partie de toi, et je t'aime, complètement et inconditionnellement. » 3 mois plus tard, dans un petit jardin à Montmartre, entourés seulement de leurs amis les plus proches, Camille et Sophie renouvelèrent leurs vœux. Sophie portait une robe simple, en lin blanc, une couronne de fleurs fraîches dans les cheveux. Camille était dans un costume élégant bleu marine, tenant un bouquet de pivoine, les fleurs préférées de Sophie. « Sophie Marchand », commença Camille ses vœux, la voix remplie d'émotion. « Quand je t'ai rencontrée il y a 7 ans, j'ai su que j'avais trouvé ma personne. Quand je t'ai perdue il y a 3 ans,
j'ai pensé que j'avais perdu mon avenir. Mais quand je t'ai sauvée il y a 6 mois, j'ai compris que nous n'étions qu'au début de notre véritable histoire. Je promets d'être ta partenaire dans tous les jours, bons et mauvais. Je promets de te donner de l'espace pour grandir et guérir, mais d'être toujours assez proche, pour tenir ta main quand tu en auras besoin. Je promets de t'aimer, la femme que tu étais, la femme que tu es, et la femme que tu deviendras, avec chaque battement de mon cœur. Sophie essuya les larmes qui coulaient librement sur son visage. Camille Rousseau, tu m'as montré ce qu'est le véritable amour. Quand j'étais perdue dans l'obscurité, tu as été ma lumière. Quand j'étais brisée, tu ne m'as pas réparée. Tu m'as simplement aimée pendant que je me reconstruisais moi-même. Je promets d'être courageuse. Je promets de continuer à me battre pour être meilleure chaque jour. Je promets de ne plus jamais laisser la peur me séparer de toi. Et je promets de t'aimer avec toute la force que tu m'as aidée à récupérer pour le reste de ma vie. Il n'y avait pas d'officier d'état civil cette fois. C'était juste pour elle, une cérémonie symbolique de renouvellement. Mais quand elles s'embrassèrent sous le coucher de soleil parisien, avec leurs amis applaudissant et riant, c'était plus réel et significatif que n'importe quel document ne pourrait l'être. Margot captura le moment dans une photo. 2 femmes enlacées, sourire large, yeux brillants de pur bonheur. Cette photo fut finalement encadrée et placée à côté de l'ancienne photo de lune de miel. Passé et présent, côte à côte. À la réception simple dans un bistrot proche, Julie s'approcha de Camille. « J'ai reçu des nouvelles de Catherine aujourd'hui. » Camille sentit son corps se tendre automatiquement. « Quoi ?» Elle est transférée vers une institution psychiatrique. Apparemment, elle a eu un effondrement complet en prison. Les psychiatres ont diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline sévère et des tendances psychopathiques, expliqua Julie. Elle va passer beaucoup de temps là-bas, peut-être pour toujours. Bien, dit Camille sans remords. Je ne souhaite de mal à personne, mais les personnes comme elle doivent être loin de celles qu'elles peuvent blesser. Julie compléta. Je suis d'accord. Et Camille, tu as sauvé plus de vies que tu n'imagines. Après l'affaire de Sophie, 2 autres ex-petites amies de Catherine ont contacté la police. Elles avaient un peur de parler avant, mais le courage de Sophie les a inspirées. Elles reçoivent aussi de l'aide maintenant. Camille regarda Sophie, qui riait de quelque chose que Margot avait dit, son visage illuminé et sincèrement heureux. Elle est la personne la plus forte que je connaisse. Vous l'êtes toutes les 2, corrigea Julie. Il faut de la force pour aimer quelqu'un qui est blessé, et il faut encore plus de force pour se permettre d'être aimé quand on est brisé. La soirée se déroula en célébration. Il y avait de la musique, de la danse, de la nourriture délicieuse et du vin, mais le meilleur moment fut quand Camille et Sophie s'assirent simplement ensemble dans un coin tranquille, observant leurs amis, mains entrelacées. « Tu sais à quoi je pense ?» murmura Sophie. « Je pense que je suis passée par tout ça pour pouvoir arriver ici. Pas que je méritais l'abus. Personne ne mérite ça. Mais peut-être que je devais me briser complètement pour pouvoir me reconstruire plus forte. »« Tu as toujours été forte, » insista Camille. « Tu ne le savais juste pas. Mais maintenant je le sais. Et tu sais quoi d'autre ? Je vais utiliser cette force pour aider d'autres femmes. J'ai pensé à commencer un groupe de soutien pour survivantes de relations abusives. Utiliser mon expérience pour quelque chose de positif. Tu ferais ça ? Oui. Pas maintenant. Je suis encore en guérison. Mais éventuellement. Parce que si mon histoire peut t'aider, ne serait-ce qu'une personne à sortir d'une situation dangereuse, ou à reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard, alors ça en valait la peine, expliqua Sophie. Catherine m'a pris 3 ans de ma vie. Je ne vais pas la laisser prendre le reste. Je vais transformer cette douleur en but. Camille embrassa doucement son front. Tu es incroyable. Et je serai à tes côtés à chaque étape de ce voyage. Les mois se transformèrent en un an. Sophie lança son groupe de soutien, qui grandit rapidement pour 3 sessions hebdomadaires. Camille se porta volontaire pour donner des conférences sur l'identification des signes physiques d'abus domestiques chez les patients. Ensemble, elles devinrent des défenseurs silencieuses, mais puissantes des survivants. Ce ne fut pas toujours facile. Il y avait des rechutes, il y avait des jours difficiles, mais il y avait aussi des joies simples. Dimanches paresseux au lit, court voyage vers la côte, soirée de jeu avec des amis, et par-dessus tout, il y avait l'amour.
Pas l'amour idéalisé et parfait des contes de fées, mais l'amour réel, imparfait, résilient qui survit aux tempêtes. 2 ans après le renouvellement des vœux, elles étaient à nouveau dans le café où tout avait commencé, célébrant le 9e anniversaire de leur première rencontre. 9 ans, réfléchit Sophie. Ça semble une vie entière et un clin d'œil en même temps. Et les meilleurs sont encore à venir, promit Camille, toujours si optimiste. Toujours si réaliste, corrigea Camille avec un sourire. J'ai la femme que j'aime à mes côtés, une carrière que j'adore, des amis incroyables. Quelle partie de cela n'est pas un optimisme justifié? Sophie rit, puis devint sérieuse. Camille, merci pour n'avoir jamais abandonné, pour m'avoir rappelé qui j'étais quand j'avais oublié, pour m'avoir aimé dans mes jours les plus sombres. Toujours, répondit simplement Camille, entrelaçant leurs doigts. Dans chaque vie, dans chaque version de nous-mêmes, je te choisirai toujours. Et pendant que le soleil de l'après-midi baignait Paris d'une lumière dorée, 2 femmes assises dans un petit café renouvelaient silencieusement leurs promesses. D'amour, de guérison, d'avenir construit ensemble, un jour à la fois. Le cabinet de thérapie de Sophie occupait maintenant un espace généreux dans le 11e arrondissement. Les murs étaient peints dans des tons doux de lavande et beige, avec des plantes vertes dans les coins, et la lumière naturelle entrant par de grandes fenêtres. Dans la salle principale, 10 femmes étaient assises en cercle, partageant leurs histoires. Et puis elle est apparue chez moi, même avec l'ordonnance de restriction, disait une jeune femme d'une 20aine d'années. Marie, j'étais terrifiée. Mais alors je me suis souvenue de ce que Sophie nous a enseigné, tout documenté, appeler la police immédiatement, ne pas s'engager. Et ça a marché. Elle a été arrêtée. Tu as été très courageuse, Marie, encouragea Sophie. Suivre le protocole de sécurité quand on est terrorisé n'est pas facile. Tu dois être fière de toi. Je le suis. Pour la première fois depuis longtemps, je le suis. Marie sourit timidement. Après la session, pendant que Sophie organisait ses notes, Margot entra. Elle travaillait maintenant à temps partiel comme coordinatrice du centre de soutien que Sophie avait fondé. Nous avons 5 nouvelles inscriptions pour le prochain groupe, informa Margot. Et cette journaliste du Monde veut faire un article sur le centre. Je ne sais pas, Margot. Je n'aime pas l'exposition, hésita Sophie. Mais pense à combien de femmes pourraient être touchées, combien pourraient reconnaître leur propre situation et chercher de l'aide, argumenta Margot. Et tu n'as pas besoin de donner de détails personnels, juste parler du travail que nous faisons ici. Sophie considéra. 5 ans auparavant, l'idée de parler publiquement de l'abus l'aurait mise en panique. Mais maintenant elle était différente, plus forte, suffisamment guérie pour utiliser sa voix. D'accord, je vais le faire. Ce soir-là, à la maison, un appartement plus grand qu'elles avaient acheté ensemble 2 ans auparavant, avec un petit jardin où elles cultivaient des herbes et des fleurs, Camille préparait le dîner, ou essayait. Le résultat était questionnable. « S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas essayé de faire du bœuf bourguignon à nouveau, » implora Sophie en entrant, reniflant l'air avec suspicion. « Ok, je ne te le dirai pas, » répondit Camille en riant. « Mais j'ai commandé un repas de secours. Ça devrait arriver dans 20 minutes. » « Dieu merci. » Sophie l'embrassa par derrière, appuyant son menton sur son épaule. « Comment s'est passée ta journée ? 3 chirurgies, toutes réussies. Et toi ? Bonne session de groupe. Et j'ai accepté de faire une interview pour un journal sur le centre, raconta Sophie. Camille se tourna dans l'étreinte, regardant Sophie dans les yeux. « Tu es sûre ? Je ne veux pas que tu te sentes pressée. Je suis sûre. Il est temps de parler. Pas avec honte ou peur, mais avec un but, » expliqua Sophie. « Si mon histoire sauve une vie, ce sera significatif. Ton histoire a déjà sauvé beaucoup de vies, » dit doucement Camille. « Mais je comprends. Et je serai avec toi si tu veux. » « Je te veux toujours avec moi, » répondit Sophie, scellant par un baiser. L'interview fut publiée 3 semaines plus tard. Elle était sensible, puissante, se concentrant non sur le trauma mais sur la récupération, non sur la victimisation mais sur la survie. La réponse fut immédiate et écrasante. Des centaines de messages de femmes remerciant d'avoir parlé, demandant de l'aide, partageant leurs propres histoires. « Nous avons fait une différence, » dit Sophie à Camille ce soir-là, lisant les messages avec des larmes aux yeux. «
Nous avons vraiment fait une différence. Tu as fait une différence, corrigea Camille. Ton courage, ta force. Je suis si fière de toi. Et dans ce moment, entourée de messages d'espoir et de transformation, avec la femme qu'elle aimait à ses côtés, Sophie sentit finalement qu'elle avait complètement fermé le chapitre sombre de sa vie. Pas oublié, jamais oublié, mais intégré, traité, transformé en quelque chose de significatif. Catherine était toujours institutionnalisée, recevant un traitement qui durerait probablement le reste de sa vie. Sophie ne ressentait plus de colère ou de peur en pensant à elle, juste une tristesse lointaine pour une personne si brisée qu'elle ne savait que détruire ce qu'elle touchait. Mais Sophie n'était plus cette femme effrayée. Elle était une survivante, une défenseuse, une partenaire, une amante. Elle était forte et vulnérable, courageuse et prudente, guérie mais toujours en guérison, et aux côtés de Camille, sa sauveuse, sa partenaire, son amour éternel. Elle était complète. Des années plus tard, quand les gens demandèrent son histoire, Sophie disait simplement « Je me suis presque perdue dans l'obscurité, mais l'amour m'a trouvée et m'a ramenée à la lumière. Et maintenant, j'utilise cette lumière pour illuminer le chemin d'autres qui sont encore perdus. » C'était une histoire de trauma et de guérison, de perte et de retrouvailles, de mort et de renaissance. Mais par-dessus tout, c'était une histoire d'amour, le genre d'amour qui non seulement survit aux tempêtes, mais en émerge plus fort, plus profond, plus vrai. Et chaque soir, quand Sophie et Camille se couchaient ensemble, enlacées et en sécurité, elles savaient qu'elles avaient trouvé quelque chose de rare et précieux. Un amour qui non seulement sauvait des vies, mais les transformait complètement. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Nous partageons des histoires sur l'amour authentique, le dépassement et les secondes chances chaque semaine. Chaque abonnement nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin de ces récits d'espoir et de force. Merci d'être ici.